À voix haute, à voix mystérieuse. Texte de Jérôme Fouquet. Du sang sur les linéaires. Je n'ai jamais vraiment succombé au charme de la cuisine italienne, mais ce soir, alors que j'entortille sur ma fourchette une flopée de linguini à la vongole, en plantant mon regard dans celui de ma fille, j'ai le sentiment de toucher aux délices. Cela fait 8 mois que je n'ai pas vu Serena et ce dîner me remplit d'une indicible joie. Je la regarde manger, comme je l'ai vu faire des milliers de fois. Elle a toujours eu cette élégance d'avaler par petites suctions successives. Elle semble contente de partager ce moment tout en gardant la distance nécessaire pour que je ne m'imagine pas reconquérir son cœur trop vite. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Pas une nuit sans que je ressasse les événements de ce jeudi 8 octobre et chercher une justification à mon acte insensé. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie, emporté par la folie d'une enquête destructrice, perdant cette nuit-là le cœur de ma femme et le respect de ma fille. La sonnerie de mon téléphone broie impitoyablement mes pensées. Lionel Pépin, gérant de supermarché de Melun, me supplie de l'aider, la voix hachée par une série de tressaillements. Une découverte macabre l'a anéanti. Le corps sans vie de Philippe, responsable sécurité, la tête en piqué dans la grande poubelle de l'entrepôt. Conscient de l'exaspération de Serena, qui joue nerveusement avec son smartphone, j'essaie d'écourter la conversation, mais Lionel ne me laisse pas le choix. Si je veux cette affaire, je dois venir le retrouver d'urgence à l'autre bout de l'île de France. Ce dilemme me serre le cœur. 1 mois et demi déjà que je n'ai pas eu de nouvelle enquête. La faute à cette vieille douleur à l'épaule qui m'a tenu éloigné du terrain. Pour achever de me convaincre, il me promet une butireuse rémunération. 5 kilos €, le double si je parviens à résoudre l'enquête, de quoi éponger mon découvert et voir venir. Je sais que Serena sera folle de rage de me voir abréger nos retrouvailles, mais d'un autre côté, je devine qu'elle sera heureuse si je continue à l'inviter pour des spaghettis à la truffe plutôt que des pâtes au beurre à la maison. Quand elle comprend que j'ai l'intention d'accepter l'affaire, elle me fusille du regard et me lance « Tu ne vas quand même pas me planter comme ça ?» Une demi-heure plus tard, je ne suis toujours pas sûr d'avoir pris la bonne décision quand un homme en parka bleu, cheveux en bataille et barbe taillée, m'accueille dans un immense parking accolé à un grand bloc de métal qui découpe la campagne francilienne. Je repense au sourire de ma fille et à la douceur de la trattoria que j'ai quittée pour le froid de cette banlieue. Lionel me tend une enveloppe où frétillent 10 billets de 500. Je ne connais pas encore le milieu de la grande distribution, mais constate qu'il ne manque pas de liquidité. Le gérant comprend ma gêne et me confirme que les hypermarchés sont des aimants à cash. Le sien est un des plus florissants de la zone, 100 000 € dont la moitié en liquide y sont dépensés chaque jour. Il doit bien gagner sa vie sans pourtant montrer de signes ostentatoires. Il arbore un jean, des baskets, un hoodie foncé sous son manteau, m'avouant ne pas prendre soin de lui pour ne pas attirer les jalousies. Le gérant me précède vers son entrepôt, à l'arrière du magasin. Un homme est planté verticalement dans une grande benne, façon sapin de Noël le lendemain des fêtes. Pourquoi une telle mise en scène ? Je demande au gérant s'il a des ennemis. Il me répond laconiquement qu'un dirigeant qui réussit ne peut y échapper. J'essaie de creuser le sujet. Il me concède que son hyper a essuyé 2 tentatives de braquage depuis plusieurs mois qui ont partiellement fonctionné, les malfrats n'ayant réussi qu'à emporter 10 000 € de butin. Depuis lors, il a investi massivement dans un système de sécurité dernier cri, mais celui-ci n'a malheureusement pas réussi à apaiser le brigandage. Je lui demande s'il pourrait s'agir d'un vol qui a mal tourné, mais Lionel me confirme que seules les personnes habilitées avec un badge ont accès à l'entrepôt. Seul un de ses 25 employés a pu pénétrer dans cette zone, ce qui a le mérite de circonscrire la liste des suspects. La victime s'appelait Philippe, 44 ans, avait été embauché 1 mois plus tôt pour renforcer l'équipe de sécurité. Cette décision avait été prise par Lionel suite à une recrudescence des tentatives de pillage du magasin, malgré la présence massive des caméras et des portiques. Je m'étonne que des individus doués de raison ne s'aventurent à chaparder de la nourriture dans un environnement aussi sécurisé. Mais la crise des Gilets jaunes n'est pas qu'un effet de mode, me souffle le gérant. Autrefois réservé aux classes les plus pauvres, le vol s'est désormais entiché des classes moyennes qui jonglent pour finir le mois. J'essaie de savoir pour quelle raison il n'a pas fait appel à la police. Il me dit les avoir contactés 2 heures plus tôt, mais demeure sans nouvelles. Le commissariat de Melun étant pris sur une intervention dans une cité voisine, la Tour de l'Orient, dans les quartiers nord, plaque tournante du cannabis régional. J'aimerais bien manipuler le cadavre pour en savoir plus sur la cause de la mort, mais les gants me font défaut. Lionel trouve la parade au rayon ménager de son magasin. Il nous équipe chacun d'une paire en latex. Pratique d'avoir une grande surface sous la main. Nous ne sommes pas trop de 2 pour déplacer la lourde carcasse du responsable sécurité.
Après une inspection rapide, les marques violacées qui strient son cou ne laissent que peu de doute sur l'étranglement dont il a été victime. Je trouve une corde à sauter au milieu des ordures ainsi qu'un emballage plastique. Lionel me confirme que l'objet vient bien du magasin, rayon jeux et divertissement, en promotion jusqu'à la fin du mois à 7,99 €. On trouve vraiment de tout, et pas cher dans la grande distribution. Le meurtre risque de vite se démocratiser à ce prix-là. Nous remettons le Maccabée en position verticale pour ne pas biaiser les premières constatations de la maréchaussée. Précaution superflue, un inspecteur finit par pointer le bout de son nez au petit matin vers 4h40. Mais il se montre plus intéressé par les promotions du week-end de l'Hyper pour revenir remplir le coffre de sa voiture que par une quelconque recherche de la vérité. Il prend le nom de la victime, qu'il note sur un petit carnet afin de prévenir la famille, constate la mort, l'heure approximative du décès, glisse la corde dans un sachet plastique, puis contacte des collègues pour qu'ils viennent plastifier le corps direction la morgue pour premières analyses. Son comportement hâtif m'écoeure. Il bafoue toute une profession. Après, je ne suis pas naïf. Résoudre un petit meurtre crapuleux ne fait sans doute pas le poids face à la perspective d'endiguer un réseau national de marijuana. Moi, c'est Matt the Brain. Je suis devenu enquêteur privé après une honorable mais éprouvante carrière au sein de la police criminelle. Lionel m'a confié le rôle de vigile de son magasin avec l'objectif de traquer l'assassin. Encore un travail de gros yo pour l'ancien capitaine du 36 quai des Orfèvres. Mais je ne m'en plains pas. Le saut métier n'existe pas et endosser les tâches les plus basiques me permet de mieux comprendre le monde. Après le balai nocturne des fournisseurs, les employés prennent position pour achalander le magasin. J'essaie de m'insérer dans mon nouvel environnement de travail en discutant avec mes collègues. Martin a les yeux qui pétillent derrière ses lunettes rondes et son front dégarni. Le sémillant chef de rayon frais embauche tôt et ne tient pas en place jusqu'à l'ouverture. Sa mission est de diligenter ses produits sur de grandes palettes direction des bacs froids de 5 degrés afin de ne pas bousculer la chaîne du froid. Durant 4 heures, une armée silencieuse s'affaire pour garnir les étals de l'Hyper et satisfaire une horde de consommateurs affamés et exigeants. Martin m'évoque sa passion pour son travail. Il habite à 50 km de Melun et m'avoue ne pas dormir la nuit. Ses horaires sont décalés, 5 heures, midi, ce qui lui permet de dormir en milieu de journée et de récupérer ses 2 enfants à l'école. Le chef de rayon frais a pris goût à cette vie à contre-courant. Son épouse accepte des petits boulots d'aide à domicile chez des personnes âgées se montrant disponibles le matin pour s'occuper de leur progéniture. Il me demande si le métier d'agent de sécurité me plaît. Pris au dépourvu, je brode une histoire de rébellion pour l'école. Je n'ai pas passé de diplôme après le bac et rang de job mal payé en boulot dégradant. Celui de vigile est encore celui qui me déplaît le moins. Martin étant l'un des plus anciens employés, avec plus de 10 ans de maison, je fais glisser la conversation sur ses collègues, l'exhortant à me faire un petit tour d'horizon pour gagner du temps. Il me parle des caissières et de l'unique caissier, Benjamin, qui ont tous leur petit caractère, leurs petites histoires. Il me parle des autres chefs de rayon, dont celui de la boucherie, Dédé, un grand type qui râle sans arrêt, mais qui a un grand cœur, avec lequel il nourrit une amitié profonde. Samuel, le responsable des alcools, un Toulousain de 29 ans, qui aime bien faire la fête et lui a fait découvrir des whiskies extraordinaires. Il me parle de la responsable de la sécurité, Vanessa, une femme avec laquelle il n'a aucun atome crochu. Il m'évoque son caractère trempé. Elle en a fait baver à son collègue Philippe, recruté depuis peu et qui a un faible pour elle. J'apprends qu'elle a éconduit plusieurs fois ses avances qui se sont faites de plus en plus insistantes. A-t-elle été obligée de le tuer pour mettre fin au harcèlement ? Une première suspecte et un premier mobile émergent. On évoque ensuite le responsable de la poissonnerie, Momo, un maghrébin gouailleur et bon vivant, mais dont les nerfs manquent de solidité. Il n'est pas rare de le voir se prendre le bec avec un de ses collègues, le dernier en date étant Philippe, qu'il avait suspecté de se servir en poisson pour nourrir sa famille au détriment de ses clients. Momo l'aurait mal pris et aurait houspillé l'agent de sécurité, un couteau à la main. Ma liste enfle d'un deuxième suspect. Le caractère de cochon du poissonnier lui aurait-il joué des tours ? Nous abordons ensuite le cas du gérant du magasin, Lionel, avec lequel il n'a jamais eu de difficulté particulière. Il reproche cependant à ce dernier de manquer de persuasion pour pousser le propriétaire de la chaîne de magasins, un Alsacien, doué pour les affaires qui ouvre 4 hyper par an en France, à investir dans le personnel. Vu le chiffre d'affaires, le nombre de caissières devrait être le double, et avant l'arrivée de Philippe, il n'y avait que 2 vigiles et un responsable de la sécurité, ce qui est bien chiche dans une zone aussi mal fréquentée du fin fond du 77. Le propriétaire n'a pas rechigné à payer pour du matériel, mais cela s'amortit, contrairement aux salariés dont la paie grève les bénéfices.
Lionel aurait tenté d'attirer l'attention du patron sur le manque de personnel, mais la grande distribution est un monde de jeunes loups qui cherchent à devenir riches trop vite. Une hypothèse germe dans mon esprit me guidant vers mon troisième suspect. Et si Lionel avait tué pour alerter son boss du sous-effectif chronique de son magasin? Oui, mais alors, pourquoi faire appel à un privé comme moi? J'essaie ensuite de faire connaissance avec quelques hôtesses de caisse qui préparent leur monnaie. Une d'entre elles, Magali, trentenaire pimpante, tatouée dans le cou, cheveux courts peroxydés, ongles manucurés, remplit l'air de sa voix haute et écorchée. Je l'écoute déballer sa soirée de la veille dans un bar de Melun avec plusieurs copines, mojito et karaoké ayant ponctué sa soirée. Elle se vante d'avoir dormi 2 heures tout en étant d'attaque pour extorquer les sous de ses clients. Sa saillie fait rire une grande antillaise du nom de Karine qui lui demande où elle va chercher autant de bêtises. L'ambiance me paraît bonne. J'échange quelques mots avec cette dernière qui me remercie de me soucier d'elle. Je comprends qu'elles sont les grandes oubliées du magasin, coincées derrière leur caisse. Elles aimeraient davantage de considération et de contact avec leurs collègues. Elle me confie que certains clients manquent de correction et les stressent. Elles sont en outre obligées de vérifier dans le fond des caddies qu'il ne reste aucun article pour éviter les vols. Pour elles, le métier est devenu difficile et il n'est pas rare d'en voir une craquer et céder à un arrêt maladie. Jean-Philippe, mon collègue du jour, dépêché par l'agence de sécurité Alpha Sécure, débarque quelques minutes avant l'ouverture du magasin. Il n'a pas l'air très causant, à peine une poignée de main et un café durant lequel il ne me pose qu'une question. Le nom de la société qui m'emploie. Je lui réponds « Sécuris Plus », conscient que cette société n'existe pas. Loin de s'en étonner, il me regarde derrière de petits yeux globuleux et hoche la tête en me lâchant un laconique « Connais pas ». Il m'explique travailler depuis 2 semaines dans l'hyper de Melun et avoir déjà été confronté à 7 tentatives de vol manifestes. Encourageant. Aux alentours de 11 heures, j'ai l'occasion d'être approché par Vanessa qui m'explique son sacerdoce. Pour sécuriser les lieux, les chalands ne reculant devant aucun petit larcin. Elle me dévoile une caméra invisible qu'elle balade sur une longue gouttière au centre de l'hyper à l'aide d'un joystick, digne d'une borne d'arcade. Elle peut ainsi explorer toutes les allées en quête de consommateurs déviants qui confondent leurs sacs avec leurs caddies. La dernière technologie est un portique antifraude qui détecte quand les voleurs tapissent le fond de leur sac d'une couche d'aluminium qui isole le champ magnétique. Une bataille pour décerner la palme du plus malin. Les chapardeurs étant aussi ingénieux, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne trouvent une nouvelle parade pour s'en tirer. Je demande à Vanessa si elle est seule à gérer le PC de sécurité. Elle me répond qu'ils sont 2, mais son collègue est souffrant. J'essaie d'en savoir plus sur leur rapport. Elle m'avoue que c'est un agent compétent, mais qu'il a des mœurs un peu particulières. Elle se braque quand j'essaie d'en savoir plus et me renvoie sèchement à mon poste d'observation à l'entrée du magasin. Je décide de faire une pause avant de lui obéir et sors sur le parvis de l'hyper. Magali et Karine tirent sur leur clope tout en devisant. Elles sont gênées à mon approche. Je devine qu'il s'agit d'une discussion de filles et m'écarte pour leur laisser de l'intimité. Mais mon ouïe fine me permet de capter des bribes. L'antillaise évoque Samuel et son petit jean moulant dont elle ferait bien son 4 heures. Magali éclate de rire. Le dit Samuel sort alors à son tour, inconscient des cancans dont il fait l'objet. Il arbore un sourire implacable et dégaine un paquet de Marlboro de la poche arrière de son pantalon. Je me prends à sourire en détaillant son arrière-train ferme et rebondi, objet de convoitise. J'aurais aimé rire davantage, mais mon talkie-walkie crépite de mécontentement. Le devoir me pousse à raisonner un kleptomane qui a glissé des lames de rasoir dans son sac. Vanessa me demande d'aider Jean-Philippe à le cueillir à la sortie des caisses. Je me précipite dans le magasin et aperçois mon alter ego qui s'avance vers un grand barbu roux aux larges épaules. L'individu, loin de se laisser faire, envoie son poing se promener sur le nez du vigile qui pose un genou à terre. Puis il pousse son caddie à grande vitesse vers la sortie. Je mets le turbo et poursuis le malfrat dans l'allée. Il sent ma présence et n'hésite pas à me lancer une boîte de conserve qui rebondit ironiquement sur mon épaule fragile. Passé la première douleur, je continue ma progression. Pas question de laisser le hipster s'en tirer. Quand je sors à mon tour, je l'aperçois au bout du parking, en train de charger le coffre de sa voiture, un pote au volant déjà prêt à mettre les gaz. Je me rue sur lui, le vois poser sa main sur un objet oblong au niveau de la lunette arrière. Je pense à une batte et fais inconsciemment un pas salvateur sur le côté avant que l'instrument ne me frôle et ne vienne claquer le bitume. Je suis interloqué par la violence dont ce type se montre capable pour quelques lames de rasoir. J'ai le réflexe de photographier mentalement la plaque, tandis que mon agresseur me jette son caddie au visage. Le temps que je me désempêtre de la grille de métal et les 2 filous ont largué les amarres. Je relate ce qu'il vient de se passer au Toki et donne le signalement du véhicule.
Je reprends mes esprits, conscient de ne pas être passé loin d'un passage à tabac. De retour dans l'hyper, je retrouve Jean-Philippe qui s'est relevé, le nez comprimé par un épais mouchoir. Nous filons au QG de sécurité. Vanessa nous désigne le véhicule sur un des moniteurs espions. Le signalement a été donné à la gendarmerie. Je ne cache pas mon indignation quant à ces pratiques de gangsters. La responsable sécurité hausse les épaules et me confirme que malheureusement, l'hypermarché est devenu une cible quasi quotidienne d'attaques de ce genre. À la pause déjeuner, je propose à Magali et Karine de me joindre à elle, mais elles déclinent. En général, elles disposent de peu de temps pour se sustenter avant de reprendre du service. La première se sert une pasta box qu'elle réchauffe au micro-ondes quand l'autre se prépare sa gamelle tous les jours. Je décide d'aller discuter avec Momo, le pétulant poissonnier qui menace de son couteau ceux qui lui veulent du tort. Il me propose un excellent saumon fumé de Norvège, reçu le jour même. Entre deux tranches de pain suédois et agrémenté d'une petite sauce gravlax, mon encas a des airs de festin. Je le questionne sur sa relation avec ses collègues. Il avoue ne pas avoir que des amis, mais il s'en moque. La paix est honnête, et il en avait marre de pointer chez Pôle emploi. Il est originaire du May-sur-Seine, un petit village à côté, et nourrit une famille de 4 enfants. Je dérive sur Philippe. Je lui fais croire que je l'ai croisé au petit matin, qu'il m'a conté l'altercation. Il ne cache pas son étonnement. Pour lui, son collègue était souffrant. Il revient ensuite sur l'impétuosité dont il a fait preuve, regrettant un geste malheureux. En réalité, il ne lui voulait aucun mal, mais a vécu difficilement d'être pointé du doigt. Son discours m'émeut. J'ai du mal à penser qu'il ait pu commettre l'irréparable à cause d'une simple calomnie. Mais je me dis aussi que j'ai connu dans ma carrière des cinglés qui sont passés à l'acte pour moins que ça. Je me souviens d'un vendredi glacial où un tueur m'expliquait qu'il avait étranglé un chauffeur de taxi pour savoir quel effet ça faisait de prendre la vie. Je n'en avais pas dormi de la nuit. Sa confession avait tourné en boucle dans ma cervelle, affaiblissant considérablement ma vision de l'espèce humaine. L'après-midi se passe sans encombre. Je reste vigilant à mon poste pour défendre les intérêts du magasin. Nous apprenons que la gendarmerie a débusqué nos agresseurs au détour de la Nationale. La marchandise volée, 22 packs de lames de rasoir, vont être restitués. Vanessa m'explique que c'est l'objet le plus volé pour un rapport prix-taille imbattable. Je décide de retrouver Lionel pour la pause de 4 heures. Le moment est venu pour moi d'avoir une petite conversation avec le gérant. Il est affairé derrière son bureau, obnubilé par une série de chiffres. Les ventes du jour qu'il compare à celles du reste de la semaine. Il me propose un petit ristretto que je n'ai pas la force de refuser. « Comment avance l'enquête, Matt ?»« Pas aussi vite que je ne le voudrais. »« C'est fâcheux, me glisse-t-il. »« Ne vous inquiétez pas, je trouverai le coupable, c'est... » »« Non, excusez-moi, Matt, ce n'est pas ça. Je viens de trouver un problème sur les chiffres de vente d'alcool du mois passé. » Je l'écoute m'expliquer que plusieurs commandes d'un whisky japonais single malt, le plus cher du magasin, vendu 112 € la bouteille, n'ont pas été écoulées. 7 bouteilles font défaut sur une palette de 80. Elles n'ont ni été vendues, ni retournées et ne sont plus dans les stocks. La seule explication est la casse. Mais cela représente un pourcentage trop élevé et aucun employé ne l'en a averti. Je lui suggère de regarder le stock en cours. Sur la dernière palette reçue, il ne semble y avoir aucune irrégularité. Le gérant conclut qu'il doit y avoir une explication. Il convoquera Samuel en fin de journée pour en avoir le cœur net. Puis, nous discutons de l'anniversaire de sa fille. Il me demande conseil car elle ne sait pas quoi lui offrir. Je pense à Serena quand elle avait cet âge que je l'emmenais pique-niquer dans les bois avec mon ex-épouse. Elle s'amusait de tout à l'époque. Nous rions beaucoup. La fille de Lionel va fêter ses 10 ans. Elle n'aime pas lire, ne supporte plus les poupées. Je pense, instinctivement, à la corde à sauter qui ferait bien l'affaire quand une idée me propulse loin devant sur le chemin de l'enquête. Je prends congé abruptement du directeur, me rends dans le rayon jeux et divertissement, puis demande à Vanessa de visionner une vidéo. La veille, à l'heure du déjeuner, puis le mois précédent. Une fois mes doutes levés, je livre mes conclusions à Lionel, copie de vidéo à l'appui. Il est 17h03 quand il me propose un petit verre de whisky japonais que j'apprécie de bon cœur. La journée a été longue, mais la vérité a une fois de plus émergé. Le gérant me demande ce qui m'a mis sur la voie. Je voulais comprendre pourquoi ces bouteilles de whisky ont disparu lors du précédent approvisionnement et pas pour celui en cours. Je me suis dit, que s'est-il passé il y a un mois ? J'ai songé à l'arrivée de Philippe en tant qu'agent de sécurité. J'ai alors compris qu'on avait affaire à une escroquerie organisée. Philippe était devenu gênant. Il devait, à deux, empêcher un petit trafic que Vanessa ne pouvait appréhender seule.
J'ai pensé que les bouteilles pouvaient être vendues à l'extérieur pour arrondir les fins de mois d'un ou plusieurs employés. J'ai essayé d'imaginer comment cela pouvait se passer. Prendre une bouteille sans payer n'est pas simple. Elles sont toutes équipées d'un antivol qui doit être désactivé. Seule une hôtesse de caisse peut le faire. Problème, c'est assez visible des caméras. Sauf s'il y a une diversion pendant la manœuvre. Imaginez un client suspecté d'un vol. Le responsable sécurité sera focalisé sur lui et pendant ce temps, la caissière pourra désactiver l'antivol sans scanner l'article. Sauf si un deuxième agent de sécurité surveille les caméras et potentiellement les caisses et qu'il se rend compte de l'arnaque. Alors maintenant, qui? J'ai surpris un regard lors de la pause ce matin entre Samuel et Magali. J'ai de plus senti que cette dernière se raidissait quand sa collègue Karine lui parlait des fesses du chef de rayon alcool. Elle a eu un éclat de rire trop franc. J'en ai déduit que ces deux-là avaient une histoire commune. J'ai visionné des passages de caisse de Magali il y a 1 mois et demi. J'ai trouvé le garçon qui servait de mule et qui prenait le whisky japonais. Samuel effaçait la bouteille du registre des marchandises, comme s'il s'agissait d'une erreur. Magali enlevait l'antivol sans faire payer la bouteille et la mule sortait tranquillement par la grande porte. Un scénario bien rodé pour contourner la surveillance accrue du magasin. Nous avons la preuve qu'ils ont volé des bouteilles. En effet, mais comment savez-vous qu'ils ont tué Philippe? Je me suis rappelé ce que Magali mangeait le midi, une pasta box. J'ai vérifié, le rayon est en face de celui où sont vendues les cordes à sauter. J'ai donc suivi la caissière hier sur les enregistrements vidéo durant sa pause. J'ai fait attention à son parcours. Elle a en effet pris des macaronis à la sauce tomate en même temps qu'une corde à sauter. Lionel paraît ébloui de ma petite démonstration. Je prends une lampée de whisky tout en me disant que parfois la vie ne tient qu'à un fil. Ce milieu de la grande distribution ne me laisserait pas de souvenirs autres qu'un monde rongé par le délit et la violence. 1 heure plus tard, Magali et Samuel avouent tout à la gendarmerie. 6 mois de vol pour gagner plus d'argent, arguant d'une paix misérable et le meurtre de Philippe qui contrecarrait leur petit trafic car il surveillait les caméras aux caisses. Lionel Pépin me remercie chaleureusement. Il me tend une enveloppe contenant les 5 000 € qu'il me doit, ce qui me fait penser que je pourrais inviter ma fille dans un restaurant encore plus chic la prochaine fois. Et pourquoi pas un étoilé? Le souvenir de la fourmi et ma précédente mission lamine cette envie naissante. Une trattoria fera l'affaire si nous tenons jusqu'au dessert. Je me saisis de mon téléphone et compose son numéro, le cœur gonflé d'optimisme. Je me dis que nous finirons bien par nous retrouver un jour. Cela commence par une volonté commune. La mienne est indéfectible. Il me reste à tout faire pour alimenter la sienne.